Bonjour, bienvenue dans cet épisode. Il s'agit probablement du dernier épisode consacré à la géométrie vectorielle. Le sujet est loin d'être fini puisque les mathématiques sont infinies, mais nous avons ici obtenu, donc, grâce à tout ce qui précède, les outils de base de la géométrie vectorielle. Alors on peut continuer le sujet, mais on peut aussi tout simplement continuer par d'autres sujets comme la géométrie analytique, l'analyse vectorielle, l'algèbre linéaire, ce genre de généralisation, d'études qui poussent plus loin, je veux dire, ce domaine. Alors, je vais peut-être faire plus tard quelques épisodes sur des sujets plus anecdotiques, même s'ils sont intéressants. Mais là, c'est la fin vraiment du gros morceau. Alors, nous allons voir aujourd'hui, nous pencher sur une question intéressante. C'est la chose suivante. Imaginons qu'on veut projeter un vecteur sur un plan en 3D. C'est une question qui est peut-être un petit peu étrange parce qu'on sait projeter les choses sur un vecteur, donc on sait projeter les choses sur une droite. Mais projeter sur une droite en 3D, ça peut être un peu frustrant puisque ce qui me semble plus intéressant, c'est de projeter les choses sur un plan. On a plus l'habitude de faire ça dans les applications, il est très courant d'avoir ce genre de questions. Par exemple, simplement si vous voulez représenter un objet en 3D sur un écran d'ordinateur, comment fait-on la projection sur le plan, sur l'écran? Donc ce genre de questions, c'est quelque chose qui arrive très très souvent. Alors, commençons d'abord par ça, puis on verra au fur et à mesure. En fait, on va d'abord projeter un vecteur sur un plan, ça ce sera facile. Après, nous allons projeter un parallélogramme sur un plan, c'est intéressant aussi. Et ça nous débouchera sur une troisième propriété, une application, disons, qui est le théorème de l'ombre. Et le théorème de l'ombre, c'est un très joli petit théorème qui est utilisé, peut-être, enfin c'est plus une curiosité qu'autre chose, mais peut-être qu'il sera utilisé un jour dans un domaine surprenant. Et le théorème de l'ombre, donc, il a été expliqué, si vous voulez, par Mathologer. Je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne, Mathologer, je mettrai le lien vers la vidéo en dessous, dans la description. Et Mathologer présente très bien ce théorème, beaucoup mieux que je ne saurais faire, mais il ne donne pas la démonstration. Alors c'est ce que je vais faire aujourd'hui en plus, en terminant toute l'idée derrière la démonstration du théorème de l'ombre, c'est justement ce qui va suivre aujourd'hui. Alors commençons par projeter un vecteur sur un plan, c'est notre question. On a un vecteur U, on souhaite le projeter sur un plan alpha. Alors, la question à laquelle on aboutit immédiatement, c'est est-ce qu'on peut simplifier un tout petit peu le problème? Oui, en effet, puisqu'on projette un vecteur sur un plan, puis que les vecteurs n'ont pas de localisation, on peut très très bien se ramener au cas où notre plan passe par l'origine. Et c'est ce qu'on va faire. On va supposer donc que le plan alpha passe par l'origine. Les vecteurs n'ayant pas d'endroit où ils sont, si c'est vraiment le vecteur qui nous intéresse, on n'a pas besoin de savoir que le plan est à 10 km de distance, ou il est là à l'origine, peu importe. Ça reviendra toujours au même. Quand on a un plan qui passe par l'origine, en fait, c'est pour ça qu'on veut le faire, en fait, c'est un avantage, c'est d'avoir une description simple de ce plan. En général, un plan, ça peut être donné par deux vecteurs, mais deux vecteurs qui sont représentables sur ce plan et qui ne sont pas collinaires entre eux. Donc ça fait un peu de contraintes déjà, et puis on a l'impression de donner 6 informations, parce que des vecteurs en dimension 3, deux vecteurs en dimension 3, ça fait 6 informations. 6 informations pour un plan, ça paraît un peu trop. On se dit peut-être que 2 suffirait, intrinsèquement, puisque c'est un objet de dimension 2, on pourrait se dire qu'il suffirait de 2 informations, mais on peut faire un tout petit peu moins bien que ça, mais quand même se rendre à faire les choses assez simples, c'est de donner un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Si on a un plan qui passe par l'origine et qu'on donne un vecteur qui lui est perpendiculaire, le plan est totalement déterminé. Alors ce qui est important, c'est qu'il passe par l'origine. Sans ça, il faudrait une information en plus. Alors,
Alors pourquoi est-ce que ce vecteur n'est pas optimal, hein? Pourquoi est-ce qu'on a donné quand même un petit peu trop d'informations? C'est que tout ce qui nous intéresse, c'est la direction de n, pas sa norme. Donc si on change la norme de n pour un autre vecteur non nul, mais qui lui est collinaire, on obtient le même plan. Donc n contient un peu trop d'informations, mais c'est de toute façon mieux que d'utiliser deux vecteurs. Donc, alors, nous voulons la projection orthogonale de U sur le plan alpha. Et bien on s'aperçoit que par définition de ce qu'est la projection orthogonale, U moins U' ne doit plus se projeter sur alpha ou doit donner un vecteur nul si on le reprojette lui. Donc ça nous donne un vecteur qui est collinaire à n. Donc U moins U', c'est un vecteur collinaire à n. Ça veut dire que U moins U' est la projection orthogonale de U sur n. Si on connaît la projection orthogonale d'un vecteur sur un autre, du coup, on trouve que U', c'est U moins la projection orthogonale de U sur n. Donc, on a projeté notre vecteur U' sur un plan en utilisant la projection sur un vecteur et en supprimant cette partie. Ça nous donne cette formule, mais parfois je supprimerai le n parce qu'on va tout le temps projeter sur n en fait, donc des fois il ne viendra pas plus en indice. Et donc explicitement, si on développe ce qu'est la projection, ça nous donne ça, ça nous donne U moins le produit scalaire entre Un divisé par la norme de n au carré qui agit sur n. Donc un scalaire agissant sur le vecteur n, puis on soustrait ça à U, et ça nous donne un vecteur qui est complètement projeté sur le plan alpha. Alors, un petit exemple, on va prendre deux vecteurs. Voilà. Un vecteur n et un vecteur u. Alors le vecteur n, il nous détermine un plan. Alors voici le vecteur n en rouge, qui nous détermine ce plan. Voilà. Ça c'est le vecteur n qui détermine le plan. Hop. Et puis on va prendre notre vecteur u en bleu et on va le projeter sur le plan alpha. Voilà. Alors, comment on projette sur le plan alpha? On applique cette formule, U moins le produit scalaire divisé par la norme au carré fois n, ce qui nous donne ceci, notre vecteur U moins voilà, le produit scalaire en haut, le carré de la norme en bas, le vecteur n. Ici, donc on explicite simplement ce que vous valent ces calculs. J'ai fait le détail, mais on pourra aller directement là à la réponse. Ça nous donne finalement ce vecteur-ci, qui doit être la projection de U sur alpha. Alors vérifions, ce vecteur U', c'est le vecteur rose ici. Voilà, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à alpha. Qui est perpendiculaire, pardon, à n, donc qui est dans alpha. On peut changer un petit peu, on peut modifier un petit peu les valeurs de n. Et ça marche encore, on est capable de faire donc la projection sur le plan alpha. Bien, alors, puisque maintenant on s'est projeté un vecteur U sur un plan alpha quelconque, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si je projette un parallélogramme? Alors je vais prendre un autre vecteur, je mets ça de côté pour l'instant, on reviendra après dans les exemples. Je prends un autre vecteur V et sa projection V' sur alpha. Alors U et V vont forment un parallélogramme dont l'aire, on sait que c'est la norme de leur produit vectoriel. Même chose pour U' et V' qui eux sont projetés sur alpha, ils vont former un parallélogramme qui sera dans alpha et son aire, ce sera la norme du produit vectoriel U', V'. Voici les formules associées aux projections, on en aura besoin. Alors comme j'ai dit, là je ne mets plus le n en indice parce qu'on ne projette que sur lui, donc c'est juste pour simplifier les notations, sinon elles deviendraient assez lourdes. Ce qu'on va faire déjà, c'est regarder ce que donne le produit vectoriel entre U' et V'. Alors, le produit vectoriel entre U' et V', ça va être simplement cette expression-là. On va substituer U'
AU' U moins la projection de U, et AV' V moins la projection de V. Donc on substitue, voilà. Ceci, le produit vectoriel est une application bilinéaire, c'est-à-dire qu'il va tout simplement se distribuer comme un produit. Ça nous donne le produit vectoriel de U et V, ça on s'y attend, ce qui se soit lié. Et on a ici les moins U fois la produit scalaire fois la projection de produit vectoriel projection de V, moins V produit vectoriel projection de U, plus produit vectoriel entre U et entre les projections de U et de V. Alors les projections de U et de V, ce sont des vecteurs qui sont collinaires à n. Ce sont des multiples de n. Donc ça veut dire qu'ils sont collinaires entre eux. Et pour un produit vectoriel, ça veut dire que c'est 0. Donc ceci est 0, le vecteur nul. Donc il faudra une petite flèche sur le 0 ici. Donc ça nous simplifie cette formule qui elle devient simplement ceci, sans le produit vectoriel des projections entre elles. Donc U' et V' sont représentables sur le plan alpha. Ce sont des vecteurs de alpha. Le produit vectoriel doit être donc perpendiculaire à alpha et donc collinaire à n. Donc cet objet U' produit vectoriel V', ça doit être un multiple de n. Ça veut dire, si on s'intéresse à la norme de cet objet, si c'est sa norme qui nous intéresse, on peut faire tout simplement le produit scalaire entre ce vecteur et le vecteur n unitarisé. J'ai pas envie qu'il vienne m'embêter avec la norme, donc je le rends unitaire, et ce produit scalaire, en prenant sa valeur absolue, j'obtiens le vecteur qui est là. Ça en fait c'est juste la projection, ce n'est jamais que la norme de la projection de U'V', U' cross V' sur n. Si vous revenez à la formule de la norme de la projection, on obtient en fait ceci. Donc notre vecteur, notre produit vectoriel, sa norme, c'est juste le produit scalaire avec le n chapeau. Alors explicitons ce produit scalaire ici. On va prendre le vecteur U', produit vectoriel V', produit scalaire n chapeau. Si on distribue tout simplement le produit scalaire à l'aide de cette formule, on connaissait un développement où il n'y avait plus les primes, donc en fonction de U et de V, donc on substitue à ça l'écriture qu'on a en bas, qui nous fait cette expression-là où on a distribué le produit scalaire. On s'aperçoit que, on remarque à nouveau que PV, la projection de V et la projection de U, sont des vecteurs collinaires à n, et donc plusieurs façons de faire, mais ça veut dire tout simplement que le produit vectoriel doit être perpendiculaire à n, ici et là, et donc le produit vectoriel entre U et la projection de V est perpendiculaire à n, et comme je fais le produit scalaire avec n chapeau, ça donne 0. De même, le produit vectoriel entre V et la projection de U doit être perpendiculaire à n, et en faisant le produit scalaire avec n chapeau, ça doit donner 0. Ces deux vecteurs sont orthogonaux. Finalement, tout tombe et il nous reste juste le produit scalaire entre, d'une part, le produit vectoriel de U et V et n chapeau. Voilà, donc ça veut dire que le produit scalaire entre U' et V' et n chapeau, c'est le produit scalaire entre U et V et n chapeau. Donc d'où cette formule, si on veut expliciter, c'est le produit scalaire entre U et V et n divisé par la norme de n. Donc l'aire, là c'est intéressant, l'aire du parallélogramme qui est engendré par U' et V', c'est la norme de la projection orthogonale de U produit vectoriel V sur n. Donc c'est-à-dire qu'on peut calculer maintenant la norme du parallélogramme projeté sur le plan. Alors le théorème qui est ici et qu'on va utiliser tout à l'heure, voilà, si U' et V' sont les projections orthogonales sur le plan alpha qui est décrit par un vecteur perpendiculaire n, alors le produit vectoriel entre U' et V', c'est la projection orthogonale du produit vectoriel entre U et V sur n. Voilà, donc
C'est très intéressant parce que ça veut dire que notre vecteur, notre parallélogramme engendré par U et V, quand on le projette sur le plan alpha, en fait on n'a pas besoin de faire les projections et ensuite le produit vectoriel de ces projections pour trouver l'aire. On peut simplement prendre notre parallélogramme d'origine, faire son produit vectoriel et projeter ce produit vectoriel sur le vecteur n pour obtenir vraiment notre R. Alors on va prendre un exemple. Voilà, présenter ça un petit peu. Voilà. Donc on va prendre un exemple. Ici j'ai toujours mon vecteur n. Je vais peut-être reprendre un vecteur. Voilà notre vecteur n qui décrit le plan. Et derrière j'ai la projection de deux vecteurs u et v sur le plan alpha. Alors, prenons peut-être, appliquons simplement, même montrons les parallélogrammes. Voici le parallélogramme. Alors en bleu c'est le parallélogramme donné par U et V, et en rose c'est la projection de ce parallélogramme sur le plan. Si je m'aligne sur le vecteur n, on a bien ici la projection. Alors ces deux parallélogrammes ont une aire différente, ça c'est vrai, et on va avoir deux moyens de calculer leur aire. Alors l'aire du parallélogramme engendré par U et V, c'est très facile, c'est la norme du produit vectoriel entre U et V. Et on pourra comparer avec l'aire que nous calcule GeoGebra, ça donnera la bonne réponse. Voilà, là où c'est intéressant, c'est pour l'aire du parallélogramme projeté entre U' et V'. Donc, alors, on peut soit prendre le produit vectoriel de U et V et le projeter sur N, ou prendre directement le produit vectoriel entre U' et V'. On doit obtenir la même réponse. Et c'est exactement ça. Juste grandir un petit peu. C'est exactement ça. Hein. Si je prends le produit vectoriel entre U et V, la norme donne 8,66 et là j'ai la même chose, l'aire est 8,66. Et maintenant, on peut prendre les vecteurs U' et V' et calculer leur produit vectoriel. Et ça nous donne ce vecteur-là. Et par contre, si je projette le produit vectoriel directement de U et de V sur le vecteur n, on obtient le même vecteur. C'était le théorème de tout à l'heure, que ce sont le même objet. Donc maintenant, pour la norme, on sait la calculer, puis donc c'est bien l'aire que nous calcule GeoGebra, c'est la même réponse. Quel que soit le vecteur que l'on choisit, on obtient la bonne aire. Voilà, donc ça c'est la projection d'un parallélogramme sur un plan. Alors maintenant, on va se concentrer sur une deuxième question, sur un très joli théorème qui s'appelle le théorème de l'ombre. Alors on va prendre un cube en dimension 3, j'agrandis un petit peu pour qu'on voit mieux. Voici ce cube. Alors c'est un cube d'arête unité. Hein. L'arête de ce cube fait toujours une unité de longueur. Et ce cube, je peux le mettre dans n'importe quelle position. D'accord ? J'ai fait en sorte qu'on puisse le roter autour des trois axes. Même si la rotation autour de l'axe Z ne va rien donner d'intéressant pour nous, mais la rotation autour de X et Y fonctionne. Bien. Alors, que dit le théorème de l'ombre? Le théorème de l'ombre dit la chose suivante, c'est que si on prend, alors je vais le montrer, voilà, si on prend en fait la projection sur le sol de ce cube, ici j'obtiens dans cette configuration un carré, et la projection sur l'axe vertical, ça va nous donner un segment, on va l'appeler la hauteur. Alors, parce que c'est un cube unité, vraiment parce que c'est un cube unité, hein, si on change les longueurs, ça ne va pas se passer comme ça. Bon, je vous laisse deviner ce qui se passe, deviner une formule. Alors, l'aire de la projection, donc de l'ombre, sur le sol, est égale à la longueur de la projection de la hauteur, c'est-à-dire de la projection sur l'axe vertical. C'est le même nombre. Oh. Ça paraît surprenant, mais c'est vrai.
comparons, donc ici j'ai la projection sur le plan OXY, l'air est égal à 1, et la projection sur l'axe OZ, l'air est aussi égal à 1. Alors tournons, et on aperçoit, là si je tourne un petit peu ici, j'ai 1,41 dans les deux cas, un petit peu de tourne, là 1,73 dans les deux cas. Alors la rotation autour de Z, même si ça change la forme de l'ombre, ça ne va rien changer sur l'air. 1,5 ici pour ce choix d'angle, 1,48, 1,58, etc. Donc on peut faire tourner ce cube dans tous les sens et on s'aperçoit que c'est toujours le même nombre. Voilà, c'est assez surprenant. Alors comment est-ce qu'on peut démontrer ça, que la longueur de la projection sur l'axe vertical est égale à l'air sur le sol? Alors déjà, bon, c'est assez facile, je vous dis juste comment j'ai calculé ça, ça peut être intéressant. La hauteur ici n'est pas très importante. La hauteur, je veux dire, on n'a qu'à prendre le minimum des cotes et le maximum des cotes des 8 points qui définissent le cube, et c'est réglé, on a la hauteur qui est définie. Pour la projection sur le sol, c'est un petit peu plus embêtant parce qu'on ne sait pas quel point va être au centre, quel point ne va pas être au centre. Donc ce que j'ai fait, c'est chacune des 6 faces a été projetée sur le sol. J'ai demandé à GeoGebra de me calculer l'aire de chacune de ces projections. Et chacune de ces projections recouvre 2 fois l'ombre en fait. L'ombre est recouverte par deux faces à chaque fois. Chaque point de l'ombre est recouverte par 2 faces. Donc si je fais la somme de toutes les aires des parallélogrammes, des 6 parallélogrammes en fait qui sont cachés là-dedans, j'obtiens 2 fois l'air. Donc il suffit de diviser par 2 et on a l'ombre. Comme ça, il n'y a pas besoin de choisir, mais cette aire, elle est dessus, elle n'est pas dessus, etc. Donc, pas besoin de choisir les aires comme ça. Bon, mais pour la démonstration du théorème, on va vraiment choisir les aires par contre. Donc on va prendre le point le plus bas. Alors ça, je me remets en condition. Alors prenons, ici, un des points les plus bas, si on a plusieurs, mais j'ai envie de prendre un point le plus bas. Voici une configuration, voilà. Alors on va prendre ce point-là, ici en bas, qui est le point le plus bas, et ce point le plus bas, donc qui correspond à cette projection-là. Ce point, on va commencer par l'appeler A. Et puis ensuite, on va nommer les sommets de notre cube de façon usuelle, A, B, C, D, E, F, G, H. De la façon usuelle, c'est-à-dire que sur la face du bas, sur une face, on aura A, B, C, D qui va nommer les éléments de cette face. Donc ici, ce sera A, B, C, D. Et au-dessus de A, on aura E, puis on continue F, G, H. Donc c'est nommé de façon usuelle, de façon à ce que finalement tout ce qu'on veut, c'est que AB, AD et AE, dans cet ordre, forment une base orthonormée positivement orientée. C'est positivement orienté, il est important. Donc en faisant ça, en mettant la notation usuelle sur les sommets à partir du point le plus bas, il n'y a pas de problème. Alors il y a plusieurs façons de le faire, il y a fondamentalement 3 façons de nommer en connaissant le point le plus bas et en respectant les critères, c'est-à-dire de former une base orthonormée. Peu importe, le théorème va rester le même, il nous suffit d'en avoir une qui forme une base orthonormée. Donc, les aires des faces sont données par les produits vectoriels, entre successifs, entre AB, AD, AE, etc. Donc ces produits vectoriels sont comme ça. Mais si on réfléchit un instant, AB, produit vectoriel AD, va nous donner un produit vectoriel qui sera de longueur 1, de norme 1, parce que ici tous les vecteurs sont unitaires, et qui sera perpendiculaire à AB et AD, ok, et qui en plus formera un repère positivement orienté. C'est les propriétés du produit vectoriel. Donc au final, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que le produit vectoriel entre AB et AD donne AE. Même chose, AD, AE, AB forme aussi une base orthonormée, donc AD produit vectoriel AE, ça va être AB, et AE produit vectoriel AB, dans cet ordre, c'est important, ça va être AD. Comme ça, si on respecte bien l'ordre, on n'a pas de signe moins qui apparaissent. Donc ça veut dire que
cette face-là qui est en bas, cette face-ci, est représentée par ce vecteur-ci, ce vecteur-là. Ce vecteur représente cette face-là. Et puis, c'est le cas pour toutes les faces du bas. Et pour toutes les faces du haut, on pourrait faire quelque chose d'analogue. Mais on n'a besoin que des faces du bas. Maintenant, on va prendre, puisqu'on veut faire des projections sur un plan, on veut tout projeter sur le plan OXY, donc on va prendre le vecteur unitaire n, on le prend unitaire pour ne pas s'embêter, n qui est perpendiculaire à OXY. Donc le vecteur n, c'est simplement le vecteur unité sur l'axe OZ. Hein, c'est bien ça qu'il nous faut. Alors pour obtenir l'aire de l'ombre, hein, à partir du point le plus bas, on a en fait décomposé ceci en 3 hexagones. Hein, et en 3 parallélogrammes. Ici, l'ombre est constituée de ce parallélogramme-là, celui-ci et celui-ci. Donc l'ombre est constituée de 3 parallélogrammes qui sont les projections des trois faces du bas du cube. Donc il suffit de projeter les produits vectoriels associés aux 3 faces sur le vecteur n. Mais projeter ces 3 produits vectoriels, ce sont AB, AD et AE. Ce sont eux, on vient de voir que ce sont les produits vectoriels. Donc on va les projeter sur le vecteur n. N est unitaire, donc ces projections sont juste le produit scalaire avec n, rien d'autre. Et comme A est le point le plus bas, ces produits scalaires vont tous dans le même sens, donc ils ont le même signe. Il ne peut pas y avoir un vecteur qui va encore plus bas que A, donc on va ces 3 vecteurs vont vers le haut, donc le produit scalaire a le même signe. Les 3 ont le même signe. Donc ça veut dire qu'on peut additionner en fait ces 3 produits scalaires, puis mettre en évidence le produit scalaire avec n, et on obtient AB plus AD plus AE, produit scalaire n. Ça va nous donner l'aire de l'ombre. Ça, c'est l'aire de l'ombre. Ok, maintenant, AB plus AD plus AE, ça nous donne la grande diagonale du cube. Donc une grande diagonale, c'est qui joint le point le plus bas au point le plus haut. Et si on fait le produit scalaire entre cette grande diagonale et n, donc AG, produit scalaire n, ceci, c'est la hauteur. C'est le vecteur qui joint le point le plus bas, le point le plus haut, au point le plus haut. Si on le projette sur l'axe vertical, on obtient la hauteur, la projection sur l'axe OZ du cube en entier. Voilà, donc on a réussi à établir l'égalité entre l'aire de l'ombre sur le plan OXY et la longueur de la projection sur l'axe OZ. Voilà pour ce joli petit théorème, hein, qui est vraiment assez impressionnant la première fois qu'on le voit. C'est très bien fait, vous pouvez tester ça dans tous les sens, ça fonctionnera toujours. Et il n'y a pas grand chose derrière à part la méthode qui permet de calculer, de projeter un parallélogramme. Alors, on pourrait se demander s'il y a des généralisations. Oui, il y a des généralisations en n'importe quelle dimension. Ça fonctionne toujours pour un cube. Alors ça ne fonctionne pas pour les autres grandeurs, hein, pour les autres objets, mais pour un cube, ça fonctionne toujours. Que ce soit un hypercube en n'importe quelle dimension et sa projection sur n'importe quel sous-espace et de son complémentaire, d'un complémentaire orthogonal à sous-espace, ça continue à fonctionner. Mais vous vous souvenez, on n'a pas de bonne représentation des produits vectoriels. Il n'y a pas de bons produits vectoriels, il faut travailler avec des formes multilinéaires dans des dimensions quelconques, mais ça fonctionne. Voilà, nous avons bien terminé cette série. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt pour de nouveaux sujets.